On l'appelle la joyeuse ou encore la bien gardée ou la blanche, bien sûr. Elle s'étale un peu nonchalamment en bord de Méditerranée et au contrefort des collines du Sahel. C'est la plus grande agglomération du Maghreb, plus de 4 millions d'habitants et bien sûr la ville capitale d'un pays dont elle porte aussi le nom. Je veux parler d'Alger en Algérie. Une longue histoire, pas toujours tranquille, depuis le comptoir phénicien jusqu'à la colonie française qui s'est achevée dans la guerre et dans le sang. Alger et ses étés longs et chauds et ses hivers doux et humides, Alger et ses fils célèbres, à commencer par Albert Camus, qui travailla, qui écrivit, qui joua au foot aussi, et de Guy Bedos à Patrick Bruel, en passant par Marcel Cerdan, pour n'en citer que quelques-uns. Alger qui s'ouvre aujourd'hui au tourisme et qui en a toutes les potentialités. Un reportage, une découverte de Catherine Ax. L'Algérie, un immense pays de 2 300 000 km², le plus grand du pourtour méditerranéen. « 6 000 km de frontières avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Elle a aussi 1200 km de côte. Le pays tient son nom de sa capitale, Alger. Al-Jazaïr en arabe, signifiant les îles, une terre proche de la Méditerranée, une île riche enclavée entre mer et désert saharien. Une ville dont le passé fut aussi riche que ses échanges portuaires, comme nous l'explique Khalim Faidi, architecte. Alger était une ville marine, c'était une ville beaucoup fréquentée par les corsaires. Il y a un rocher qu'on appelle le Peñón, qui est resté 5 siècles sous domination espagnole. Et puis ensuite, tout ça s'est rejoint pour faire ce qui aujourd'hui est potentiellement un véritable port de pêche, qui est le port de pêche et qui potentiellement peut devenir un port de plaisance également. Mais il y a aussi le port industriel, il y a le port marchandises, il y a le port voyageurs. Aujourd'hui, on est réellement sur le plus grand port d'Afrique. Ces voûtes aujourd'hui sont une des icônes d'Alger. Quand on arrive par bateau, la chose qu'on voit, ce sont les rampes Ben Boulaid, ex-rampe Chasserio. On voit les îlots structurés. C'est véritablement l'image. C'est à peu près le. S'il devait y avoir un logo d'Alger, ça serait les voûtes. De la même manière qu'à Rio, eh bien c'est la vague qui fait le logo de la ville. Alger connut des heures heureuses mais aussi de troubles. L'invasion des Français en 1830 annonça le début d'une transformation profonde et radicale de la ville, tant sur le plan urbanistique qu'architectural. Point de départ, la place des Martyrs. Ici, c'est la place des Martyrs. C'est la place des Martyrs de la Révolution algérienne. C'est également la plus grande place algéroise. C'est aussi le réceptacle de toutes les personnes qui viennent de l'intérieur du pays, qui viennent sur Alger, soit en exode, soit en visite. C'est à partir d'ici qu'on trouve l'hôtel le moins cher, le lit le moins cher, le restaurant le moins cher. C'est une place très particulière parce qu'elle est ouverte sur la mer également. Donc elle est en balcon sur la mer et elle donne à admirer toute la baie d'Alger. Il se trouve qu'à chaque fois que les Français faisaient une percée dans la vieille ville, dans la Casbah d'Alger, ils réalisaient un front. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la place, c'est un véritable front colonial. On dira que c'est de l'architecture haussmannienne pour aller très vite. Et puis, derrière ce front, vous avez immédiatement la Casbah d'Alger. Comme l'expliquera encore Halim, parcourant avec nous le passé d'Alger bien avant la colonisation française, cette ville, tour à tour phénicienne, romaine, médina arabo-berbère, se développera véritablement grâce aux Ottomans dès 1516. Et les corsaires, quant à eux, appelés Raïs, s'installèrent ensuite dans le bas de la ville. Leur palais, aujourd'hui appelé Bastion 23, fut érigé au milieu du XVIIIe siècle. Le plus célèbre des corsaires, Barberousse, développera la ville en bâtissant une citadelle sur laquelle naîtra la Casbah. Une cité dans la cité qui descend en cascade pour venir mourir dans la mer. Dès le début de l'ascension de la Casbah, on s'enfonce dans les méandres de la vie algéroise.
On se mêle aux odeurs, aux couleurs, au rythme de son marché populaire, installé juste à ses pieds. Ici viennent s'approvisionner les familles algéroises en épices, poissons, fruits et légumes. La clémentine sans pépins et plus sucrée que sa cousine mandarine, qui se consomme en janvier, trouve en Algérie le berceau de sa naissance, qui remonterait à 1892 dans les vergers du père Clément, non loin d'Oran. La nèfle et la date sont elles aussi très répandues. Pour nous guider dans ces méandres, nous avons rencontré la mémoire de la Casbah, Monsieur Mouloudj Aïdj Zoubir. La Casbah d'Alger, c'est mon berceau, elle m'a vu naître, c'est mes parents, c'est mes ancêtres, et c'est tout le monde. C'est mon histoire, mes racines, et j'y suis jusqu'à présent. La Casbah, elle paraît très grande pour certains, mais au fond, tout le monde se connaît. Et il y a même des alliances. Il y a même des alliances, des parents qui sont mariés, qui sont cousins, l'un habite en haut, l'autre habite en bas. Mais en principe, tout le monde se connaît. Celui qui perdait son père, il n'était pas orphelin. Du moment que le voisin devient automatiquement son père, il ne manquait de rien du tout. Et depuis l'exode rural qu'il y a eu durant la Révolution, à l'indépendance et pendant la décennie noire, ces gens-là sont partis. Il ne reste pas grand-chose. Et le peu qui reste ne se connaissent pas. Ils sont venus, tout le monde est venu d'ailleurs. Salam alaikum. راك مليح يا سيدي الله يهنيك اعطينا اتاي صغير ما تكثرش بزاف. Nous sommes ici un peu dans un lieu ancien et mythique, Zoubir. Oui, vous êtes dans un endroit qui date d'un siècle ou peut-être plus. Et le monsieur, le gérant du café, tient à collectionner des photos telles que Ali Lapointe, c'était, disons, une figure emblématique d'Alger, surtout dans le film La bataille d'Alger, un héros de la Casbah. Et même les enfants, les femmes chantaient Ali Lapointe. Et au nom d'Ali Lapointe, les militaires français à l'époque, ça leur donnait un frisson d'entendre son nom. Et Ali a fait parler de lui durant toute la Révolution. Il est mort en martyr avec 4 de ses compagnons, dont une jeune fille qui était étudiante, Hassiba Bembou Ali. Le jeune petit Omar, c'est le neveu de Assef Saadi, et Bouhamidi. La 4e personne, c'était Bouhamidi. Voilà. C'était la fin tragique d'Ali Lapointe. Du nom de leur héros, les Casbadji ont nommé leur rue. Pas une d'elles qui ne fasse référence à un martyr de l'indépendance, car la Casbah fut le théâtre d'une résistance farouche. Lors de la colonisation, les Français craignaient cet endroit sombre et désorganisé. Ils changèrent les noms arabes en rue du Diable, du Lion, de l'Hydre, des Vandales. Aujourd'hui, les Algérois se sont réappropriés les lieux. Ils continuent à vénérer les jeunes héros, mais aussi les plus anciens comme Sidi Abderrahmane, en son mausolée édifié au XVIIe siècle en l'honneur du saint patron de la ville. Les femmes viennent y allumer des bougies et solliciter la bénédiction du saint homme. En tournant autour de son tombeau, elles font des vœux dans la Kouba. Les étoffes de soie côtoient les lustres offerts, dit-on, par la reine Victoria, touchée par la grâce des lieux. Salam alaikum. Khaled. Alors, Monsieur Khaled, c'est un habitant de la Casbah, il est natif de père en fils et il tient encore à son métier.
C'est ce qu'on appelle, il est en train de faire un travail qui est ni cloué ni rien du tout. On appelle ça qata' maqtou', c'est-à-dire mâle et femelle. Mâle et femelle, qata' maqtou' avec des pièces. Et vous voyez là. Alors, la seule différence qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a quand même des machines. À l'époque, ça se faisait à la main. Son père, qui était là avant lui, faisait ça à la main. Il n'avait pas tout ce... Et M. Khaled, on doit lui dire merci, parce que tous les ans, il prépare une classe de 2 à 3 jeunes qu'il forme et qu'il leur donne le métier. Nous devons lui tirer chapeau et lui dire merci, malgré qu'il n'est pas payé pour. Ça se perd, les petits métiers dans la Ça Casbah? se perd. Vous voyez ces jeunes-là à qui on donne ce travail-là. Alors là, en une année, il est formé, le jeune. Toute la Casbah, c'était des petits métiers, c'était des tisserands, des dinandiers, Et actuellement, ça se perd parce que les gens, on est arrivé au 21e siècle, les gens leur font de l'argent, l'artisanat ne fait pas vivre. Et M. Khaled n'arrive pas à réparer sa maison. Vous voyez comment elle est étayée, comme on a vu dehors, elle est complètement étayée. La richesse de la Casbah, classée patrimoine mondial par l'UNESCO, est principalement constituée par de vieilles maisons mauresques. Leur caractéristique, des grands murs aveugles et quelques petites fenêtres pour laisser entrer les rayons du soleil tout en gardant fraîcheur et intimité. Cependant, l'état de conservation n'est pas bon. Les derniers occupants, arrivés ici par vagues suite à l'exode rural, l'indépendance de 62 et la décennie noire, ne prirent guère soin des maisons, n'ayant pas la culture kasbadji et vivant à plusieurs familles dans quelques mètres carrés. Les autorités algériennes viennent enfin de réagir en consolidant certaines maisons pour éviter leur effondrement en château de cartes. Quelques-unes, tombées déjà, créent cependant des espaces de détente et de jeu pour les enfants. Des terrains gagnés sur la promiscuité, chose rare, tant pour une Casbah qu'une médina. Omar, quelle est la différence entre une médina et une Casbah? Alors, la différence entre Casbah et médina. La Casbah, c'est une forteresse, c'est un genre de forteresse, elle est fermée par des portes et surveillée. Tandis que la Médina, elle est ouverte, elle a plein de portes, mais elle est ouverte. Elle n'est pas surveillée. Il n'y a pas de contrôle. Pour l'étranger, par exemple, pour la Casbah, il faudrait qu'arrive à certaines heures, instauré bien sûr par le dé, il faudrait qu'il sorte de la cité, de la forteresse. C'est ça la différence. Ici, chez nous, à la Casbah, il y a 7 portes. Tu es contrôlé par 7 portes. Il y a la porte de la mer, il y a la porte de Bab el-Jdid, la porte de Bab el-Oued, la porte de Babazoun. Tout ça, ces portes, elles sont fermées le soir. Omar est la 5e génération d'une vieille famille kasbadji. Avec lui, nous poursuivons la découverte, derrière les murs cette fois, car il nous ouvre la porte de sa maison. Eh ben, j'habite ici, 1 rue des Vandales, dans cette maison. Et je vais vous présenter ma femme, qui va vous faire visiter la Casbah, quoi, la maison. Bahia. Oui, oui. Bonjour, soyez les bienvenus. Rentrez, rentrez. Alors cette Pardon. maison traditionnelle. Oui, c'est une maison traditionnelle de la Casbah. En général, toutes les maisons à la Casbah ont un patio parce que vous allez remarquer que toutes les maisons ont une seule façade dont les fenêtres sont à l'extérieur. Sinon, elles respirent du milieu. Donc, dans chaque maison, il y a un puits, comme ici, vous pouvez voir. Sinon, il y a des maisons qui n'ont pas de puits, mais il y a toujours un point d'eau. C'est une fontaine. Et les plus grandes, il y a même des jardins d'intérieur. Alors, là, c'est l'étage nuit, là où il y a les chambres, où il fait d'ailleurs plus frais. Traditionnellement, dans les maisons de la Casbah, il n'y a
qu'un seul étage. Et au deuxième niveau, il y a juste une petite chambre qu'ils appellent la chambre des invités parce que c'est la plus éclairée. Mais mes beaux-parents à l'époque ont rajouté un étage vide, salon et cuisine. Là, vous pouvez voir la chambre si vous voulez. Ça, c'est ma chambre. Et de l'autre côté, c'est la chambre d'un de mes enfants. Mais c'est pas évident d'entretenir une vieille maison. C'est pas évident. Mais on essaye. On essaye de la restaurer avec les matériaux d'antan. Et une maison aussi bien restaurée, la Casbah n'en contient pas des dizaines. Mais les mentalités changent et l'on prend conscience que tout ce patrimoine, fer forgé, mosaïque ancienne, lustre, colonnade travaillée et tissus soyeux, constitue un trésor de savoir-faire depuis des siècles. Alors, ça, c'est la richesse de la maison. Comme vous pouvez voir, cette vue, qui pour moi n'a pas de prix. Depuis des générations, sur les terrasses entrelacées, lorsque le soleil décline, les femmes se réunissent pour exorciser leurs craintes dans une société qui ne leur a pas toujours fait de cadeaux. Elles écoutent les poèmes populaires de la conteuse, la Bokala, en faisant des vœux pour de meilleurs lendemains. لو كان تطلع علينا كيفاش كنا كيفاش ولينا نتايا الهرب من الغمة والغبينة نتمنى تجينا تشوف القلوب القاسحة ولات حنينة والويدان الناشفة شربنا منها وروينا هذه رحمة ربي نزلها بعد كل تشطينا وربي يدومها لينا وعلينا آمين يا رب إن شاء الله. عيطت عيطة قوية فاقت النايمة وقفزت الحية وقلت له يا الخريف راك طولت عليا قال لي لو كانت الصبر يا البنية هاد الزمان يفرق ويلاقي والربيع لابد يجي ويلم وراقي الصبر ياك الصبر هو المفتاح بقدرة ربي الليل يولي صباح والفساد يولي صلاح وتروح ديك الغمة والقلب يرتاح. Des textes poétiques anciens, on en trouve aussi dans la musique shahabi. Très présente dans toutes les couches sociales lors des événements religieux, elle est un formidable vecteur de l'âme algérienne par la voix du maître El Hadi El Anka. Le mot shahabi vient du mot shab. Shab, c'est le peuple. Donc, on peut dire que c'est la musique du peuple qui reflète tout ce qui vit le peuple comme bonheur et malheur, événements et tout ce qui s'ensuit. Elle s'est différenciée de la musique classique andalouse qui nous a été importée d'Espagne après la chute de Grenade en 1492. Ils ont ramené toute leur culture d'Espagne, les grandes bases, les modes, les rythmes, etc. Et elle a été innovée par nos maîtres, et notamment mon père, Allah yarhamou, Haj Mohamed El Anka. Aujourd'hui, l'orchestre shahabi se constitue d'instruments précis. Ça veut dire la mandole qui est proprement, elle a été faite, elle a été commandée par mon père, que j'ai dit qui était l'innovateur de cette musique, et qui est devenu aujourd'hui un instrument impératif pour chanter le shahabi. Il faut la mandole pour chanter le shahabi, il faut la mandole, il faut le banjo, il faut le violon, il est faux. Et maintenant, si on veut s'étaler un peu sur les instruments, on peut aussi ajouter le piano, ajouter la guitare, le violoncelle, etc. Et pour ce qui est des rythmes, on a le derbouka et le tar. Le tar, l'instrument. Donc voilà en général les instruments qu'il faut pour faire la musique shahabi. C'est ici, dans ce musée national des arts et traditions populaires, que l'on ressent toute la richesse d'Alger. Le palais fut construit en 1572. Il est racheté 2 siècles plus tard par un ministre du Dey Hussein,
qui le destine à sa fille devenue aveugle pour s'être, dit-on, trop regardée dans un miroir. Le palais accueillera même en 1860 Napoléon et Eugénie lors de leur séjour en Algérie, avant de devenir en 61 et jusqu'à ce jour le témoin de l'art populaire algérien. L'art, la poésie, la musique, mais plus que tout le théâtre furent des moyens de véhiculer les préoccupations du peuple et des outils de lutte pour l'indépendance et la reconstruction du dialogue social. À l'Opéra d'Alger, nous retrouvons un grand nom du théâtre algérien, la célèbre comédienne Madame Fatia Barbar. J'allais au théâtre algérien qui s'appelait l'Opéra d'Alger. J'avais 10 ans, j'allais avec ma mère et j'assistais tous les vendredis après-midi qui étaient spécialement que pour les femmes. Et je voyais les pièces de théâtre et là j'étais vraiment tombée amoureuse du théâtre. Et j'ai dit à ma mère, écoute, un jour ou l'autre, je voudrais être comédienne. On faisait des pièces de théâtre avec des messages. On a participé à la guerre de libération avec des pièces de théâtre sans que la France s'apercevait. C'était des messages qu'on donnait. On a participé indirectement. La voix des intellectuels et le brassage des idées, c'est à la terrasse du Tantonville que cela se passe. Une institution depuis 1870. Les familles y passent des après-midi entières à discuter du temps qu'il fait et qui passe. Les familles, tiens, parlons-en. L'accueil algérien passe pour être l'un des meilleurs du Maghreb. Pas ou peu de tourisme, des rapports vrais et pour nous une belle occasion de franchir l'intimité de la tribu et aborder avec la famille Kerkoub la culture culinaire. Nabila. Ça fait plaisir, dis donc. Ça va Karim. Ça fait un moment, hein. Ça va. Bravo. Voilà, on est en train de préparer le repas là. Nabila, on prépare le repas. Vous avez la friture des bourrecs. Voilà, on va faire frire les bourrecs pour qu'ils soient bien chauds. C'est une pâte qu'on prépare et qu'on laisse reposer. C'est à base de farine, et de sel et d'eau et un peu de gras. Et puis voilà, on met une farce à l'intérieur. Ici, il s'agit donc de la viande hachée et des épinards. Voilà, puis on met des œufs dessus. Par exemple, pendant le ramadan, c'est la chose par laquelle on commence, avec la shorba que vous allez voir tout de suite, qui est également une appellation d'origine ottomane, qui veut dire soupe. Et c'est la soupe nationale, très, très riche. Ici, c'est une soupe à base de viande et de blé concassé, qu'on appelle shorba, comme vous a dit, là, qu'on appelle shorba. Voilà, là, donc j'ai laissé, donc pour la fin, ce qui lui manque, c'est, attendez, ça, c'est de la menthe séchée, hein. Je vais prendre un peu de menthe séchée. Voilà, je vais faire ça entre mes mains. Alors nous ici à Alger, donc on met de la viande et de l'oignon. Ensuite on met un peu de courgettes qu'on coupe en tout petits morceaux, un peu de carottes. Vous voyez, donc on met quand même un peu de légumes. On met des pois chiches et des petits pois aussi. On met des petits pois aussi à l'intérieur. Voilà, donc on fait cuire ensuite. On fait donc bouillir de belles tomates rouges, bien rouges. C'est une affaire de femmes, on va dire à 90%, dans 90% des cas, c'est les femmes. Les hommes s'intéressent, mais vraiment c'est par passion. Mais sinon, c'est la femme qui cuisine pour son mari. C'est la maman qui cuisine pour ses enfants, que ce soit fille ou garçon. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est cuisine, maison, ménage, c'est la femme. En Algérie, c'est la femme. Oui, moi c'est pas nouveau pour moi parce qu'à la maison, c'est sa spécialité. Ouais, je le fais. Ah oui, Mais tout le fait, je vais pas prendre de mauvaises habitudes. Exactement. Donc ça a évolué, effectivement. Pourquoi? Parce que
Vous pouvez dire 80% des mamans travaillent maintenant, travaillent dehors. Donc elles n'ont plus le temps d'être à la maison, de préparer. Et là, le mari, quand il rentre, il est obligé de mettre la main à la pâte s'il veut avoir le repas rapidement sur la table. Je pense que les choses ne sont pas vraiment figées actuellement. Pour la nouvelle génération, je pense que on fait les spaghettis, on fait la pizza. Moi, ma femme, elle est très très contente quand je décide de faire à manger. C'est vrai qu'avec le travail, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense que dans la tête, c'est quelque chose qu'on accepte bien, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'elles font à manger, je pense, mieux que nous, je pense. Ça, c'est sûr. La rechta se mange lors du ramadan, tous ensemble, dans le même plat. Composé d'agneau, de navets et de pâtes. Du sucre lent, il en faut pour tenir toute la nuit. Et le plus souvent, en chanson. تعبي فيا غير بشوية عيد ميلاد